Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Les Ukrainiens n'abandonneront pas leurs terres aux occupants. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Le président met en garde contre toute décision qui serait prise sans l'Ukraine, alors que Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer le 15 août en Alaska pour trouver une issue à la guerre. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence dimanche après l'annonce du plan israélien pour le contrôle de Gaza. Dans l'enclave palestinienne, la population manque de tout. On en parle avec la journaliste Clotilde Bravko qui a recueilli le témoignage de médecins et d'infirmières qui ont effectué plusieurs missions humanitaires dans l'enclave. Et puis Nagasaki commémore les 80 ans de l'explosion atomique qui a frappé la cité portuaire du Japon. Une minute de silence a été observée et la cloche restaurée de la cathédrale de l'Immaculée Conception de la ville a retenti pour la première fois depuis la frappe. Au lendemain de l'annonce de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine le 15 août en Alaska pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky met en garde contre toute décision qui serait prise sans l'Ukraine. Il a réaffirmé que les Ukrainiens n'abandonneront pas leurs terres aux occupants. Kristina Moleova. Le tête-à-tête se précise entre les présidents américains et russes. Pour sa réunion tant attendue avec Vladimir Poutine prévue le 15 août, la première depuis 2019, Donald Trump choisit finalement l'Alaska, une ancienne colonie russe achetée par les États-Unis à la fin du 19e siècle. Un lieu hautement symbolique pour les relations des deux pays, et où le locataire de la Maison-Blanche prévoit d'ores et déjà une discussion à bâton rompu, notamment sur des sujets sensibles comme les territoires occupés. Beaucoup de Russes sont morts. Beaucoup d'Ukrainiens sont morts. Nous examinons donc la situation, mais nous cherchons également à récupérer une partie et à procéder à des échanges. Il y aura des échanges de territoires au bénéfice de chacun, mais nous parlerons de ça plus tard. Moscou réclame que l'Ukraine lui cède 4 régions partiellement occupées, en plus de la Crimée annexée en 2014, qu'elle renonce aux livraisons d'armes occidentales et à toute adhésion à l'OTAN. Des exigences inacceptables pour Kiev, qui veut le retrait des troupes russes de son territoire et des garanties de sécurité occidentales, dont la poursuite des livraisons d'armes et le déploiement d'un contingent européen. Mis à l'écart de cette réunion, le président ukrainien Volodymyr Zelensky met en garde. Les Ukrainiens n'abandonneront pas leurs terres aux occupants. L'Ukraine est prête à prendre les véritables décisions susceptibles d'apporter la paix. Toute décision qui sera sans l'Ukraine sera une décision contre la paix. Elle n'aboutira à rien. La Russie est accusée de bloquer les pourparlers malgré les ultimatums, à un moment où ses forces ont l'avantage sur le front et continuent de gagner du terrain. Mais jusqu'à présent, aucune nouvelle mesure concrète n'a été prise par Washington pour obliger Moscou à s'asseoir à la table des négociations. Dans l'est de l'Ukraine, face aux bombardements qui s'intensifient, Kiev a ordonné l'évacuation forcée des familles avec enfants d'une vingtaine de localités dans l'oblast de Donetsk. Plusieurs centaines de personnes sont concernées. De son côté, Londres annonce accueillir samedi une réunion de responsables occidentaux de la sécurité en présence du vice-président américain J.D. Vance. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence dimanche après l'annonce du plan israélien pour le contrôle de Gaza. Un plan qui suscite une vague de condamnation mondiale. Même l'Allemagne, l'un des plus fervents soutiens de l'État hébreu, suspend ses livraisons d'armes à Israël. Une décision avant tout symbolique. Le Quai d'Orsay a lui rappelé sa ferme opposition à tout projet d'occupation de la bande de Gaza et de déplacement de forcés de la population qui constituerait, je cite, des violations graves supplémentaires du droit international. Il était surnommé le Pelé palestinien, le joueur de football Souleymane El Obeid, l'un des plus talentueux entre les années 2000 et 2010, est mort ce mercredi dans une frappe israélienne au sud de Gaza alors qu'il attendait de l'aide humanitaire. Lur Kurtel. À 41 ans, il faisait partie des plus grandes légendes du football palestinien. Souleymane El Obeid avait marqué plus de 100 buts en club et disputé 24 matchs avec la sélection nationale. L'association palestinienne de football a annoncé la mort de l'attaquant mercredi. Elle affirme que le joueur et père de 5 enfants aurait été tué par des tirs de l'armée israélienne lors d'une distribution d'aide dans le sud de l'enclave. Repose en paix, Souleymane Obeid. 21 sélections officielles avec la Palestine. A remporté le titre de meilleur buteur de la Ligue de Gaza 3 saisons consécutives de 2015 à 2018, tué par une balle israélienne alors qu'il attendait de recevoir de l'aide.
Depuis que la Fondation humanitaire de Gaza a obtenu au printemps dernier le monopole de la distribution de l'aide humanitaire dans l'enclave, l'armée israélienne aurait tué, selon les Nations Unies, plus de 1000 civils près des sites de distribution. Après la mort de Souleiman Al-Obeid, les hommages se sont multipliés. Israël vient de tuer la star de l'équipe nationale palestinienne, Souleiman Al-Obeid. Combien de temps encore allons-nous les laisser commettre ce génocide? Libérez la Palestine. Son nom rejoint la liste des nombreux athlètes palestiniens disparus brutalement en l'espace d'1 an et 10 mois. Depuis le début de la guerre, 662 sportifs, dont 321 membres de la Fédération palestinienne de football, ont été tués dans les attaques israéliennes sur la bande de Gaza. Et comme ce footballeur, plusieurs centaines de personnes ont été tuées en tentant de se nourrir. On vient d'apprendre que 8 autres personnes sont mortes par des tirs de l'armée israélienne près de centres d'aide selon la défense civile de Gaza. Dernier bilan, 39 morts en 24 heures. Dans l'enclave palestinienne, la situation humanitaire est de plus en plus préoccupante. Sur place, on manque de tout. On en parle avec vous, Clotilde Mravko. Vous êtes journaliste, reporter, spécialiste du Proche-Orient. Vous travaillez notamment pour le journal Le Monde et Mediapart. Vous connaissez parfaitement les territoires palestiniens dans lesquels vous avez vécu. Merci d'être avec nous. Vous venez de signer un papier dans Le Monde dans lequel des soignants vous ont raconté leur expérience dans les hôpitaux à Gaza. Oui, en fait, l'idée, comme nous, les journalistes étrangers, on ne peut pas aller de manière indépendante dans la bande de Gaza puisque Israël nous l'interdit. L'idée, c'était de réunir des témoignages qui puissent aussi parler aux Français pour comprendre un petit peu la situation dans les hôpitaux. On a évidemment des bribes de témoignages ici et là, les médecins palestiniens qui essaient, en dehors de leurs heures de garde, de nous alerter sur ce qui se passe. Mais c'est vrai que j'ai voulu prendre le temps un petit peu de recueillir des témoignages au long cours de gens qui sont sortis il y a un petit moment déjà. La dernière infirmière qui témoignait est sortie de Gaza au printemps de cette année, donc avant que la Fondation humanitaire de Gaza prenne le monopole de la distribution de l'aide, et de faire un comparatif aussi avec le système de santé français, parce que ce qui est frappant en fait, c'est que le système de santé à Gaza marchait plutôt de manière très performante, même malgré le blocus en fait qui était en place depuis 2007 à Gaza, et que là il y a vraiment une volonté de détruire systématiquement ce système de santé pour ne plus laisser aucune solution à la population, en plus des bombardements qui font énormément de blessés et des blessures très graves. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement, tous ces soignants ? Ce qui les a beaucoup frappés, c'est qu'il y avait beaucoup de civils, beaucoup de femmes et d'enfants. La proportion des enfants est extrêmement élevée. Il y a beaucoup d'enfants à Gaza, mais aussi parce que les frappes israéliennes sont faites de manière complètement aléatoire et non pas ciblées. Et c'est vraiment ça qu'ils constatent dans les hôpitaux. Ce qu'ils constatent aussi, c'est le manque de tout, le manque de médicaments, le manque d'antidouleurs, le fait que certaines fois, dans les urgences, il y a à peine une dizaine de lits, alors qu'il y a des flux de blessés qui arrivent constamment, nuit et jour. Parfois, ils sont obligés de laisser une infirmière me racontait qu'elle était obligée de laisser des gens qui étaient déjà décédés dans un coin, parce qu'ils n'avaient même pas le temps, en fait, de les amener à la morgue lors de moments assez tendus où on a eu beaucoup d'afflux de blessés après un bombardement, par exemple. Il raconte aussi la résilience des soignants palestiniens. Il y en a un des médecins notamment explique que sans eux, ils n'auraient pas pu tenir dans cet enfer qu'est Gaza. Parmi les médecins et infirmières que vous avez interrogés, tous vous disent qu'ils ont été choqués par la proportion extrêmement élevée d'enfants victimes. Oui, alors comme je disais, la catastrophe, c'est aussi que les bombes israéliennes visent des habitations. À Gaza, l'armée israélienne a lancé de nombreux ordres d'évacuation. Ils ont concentré donc les populations civiles dans certains endroits, et même dans ces endroits-là, il y a des bombardements massifs, des bombardements qui font des dégâts considérables. Vous imaginez évidemment, quand toute une famille est sous une tente, s'il y a un bombardement à proximité, le moindre éclat peut déclencher un incendie avec l'explosion. Et là, on a des victimes par dizaines pour une seule frappe. Une expérience qui ne laisse pas ces soignants indemnes, on l'imagine. Comment est-ce que ces humanitaires arrivent encore à travailler sur place ? Alors en fait, eux, ils travaillent par roulement. Certains m'ont décrit qu'ils n'avaient pas réussi à revenir à Gaza. Certains soupçonnent le fait qu'ils aient témoigné notamment et peut-être empêché que l'armée israélienne ou que les Israéliens leur relaissent la chance de repartir à Gaza.
Sur place, c'est très compliqué de se déplacer. Il faut coordonner avec les autorités israéliennes et l'armée pour ne pas être ciblé. Malgré tout, il y a eu des incidents d'humanitaires qui ont été ciblés par des tirs israéliens. Et puis, il manque de plus en plus de moyens. Alors là, ces derniers temps, les humanitaires ont encore plus de mal à travailler parce qu'il y a une pénurie totale de nourriture, de médicaments. Très peu de choses rentrent dans la bande de Gaza. Donc, Israël avait placé un siège quasiment total à partir du 2 mars. Ça a été un peu levé à la mi-mai, mais pas assez. Et donc, on manque vraiment de tout sur place. En tant que journaliste, comment est-ce que vous arrivez à garder le contact avec Gaza? On rappelle que depuis le 7 octobre, vous l'avez dit, aucun journaliste étranger ne peut accéder librement dans l'enclave. Oui, c'est très compliqué. Alors, il y a évidemment par le biais de ces humanitaires qui peuvent nous raconter leur expérience, parce qu'eux peuvent se déplacer dans la bande de Gaza, et ça, c'est très précieux, parce que moi, la plupart des contacts que j'ai, ce sont des Gazaouis, des Palestiniens, qui me contactent quasiment quotidiennement, pas quand ils ont du réseau. Et eux, malheureusement, ils peuvent se déplacer de manière très limitée, parce qu'il y a à la fois les ordres d'évacuation, les zones de combat, les tirs, les bombardements, et le fait ces derniers jours qu'ils ont faim et que donc ils n'ont plus vraiment les forces d'aller trop loin dans la bande de Gaza qui est complètement détruite. Donc je rappelle aussi que faire quelques kilomètres dans des routes qui sont jonchées de débris, défoncées, c'est vraiment très compliqué. La validation du plan d'occupation de Benyamin Netanyahou pour contrôler Gaza a largement été condamnée par la communauté internationale. Le Premier ministre israélien a décidé de ne pas prendre en compte l'opposition de son chef d'état-major. Est-ce qu'on peut parler d'une rupture? Quelles vont être les conséquences pour Gaza? C'est une rupture dans le sens où là, on a des ambitions qui sont clairement affichées, dont on n'ignorait pas qu'elles étaient dans l'esprit du Premier ministre. Mais là, en tout cas, elles sont mises sur la table. Il n'y a pas d'opposition des États-Unis. Et je pense que c'est ça qui est crucial aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des condamnations internationales, les États-Unis sont les seuls, malheureusement, aujourd'hui, à pouvoir vraiment arrêter Israël dans ses opérations à Gaza. Les conséquences pour les Gazaouis, elles vont être énorme. Là, on parle d'une occupation militaire de toute la ville de Gaza. Il y reste environ 1 million de Palestiniens. Où ces 1 million de Palestiniens vont aller? Il n'y a plus de place à Gaza. Ils sont déjà coincés dans 3 enclaves sur la côte. Et également, ils n'ont pas accès en fait, à de la nourriture. Ils n'ont pas accès à des soins. Qu'est-ce qu'on va faire en fait, de ces populations civiles qui seront prises sous le feu des combats? Dans ce plan, Israël veut une administration civile alternative au Hamas et à l'autorité palestinienne. À quoi est-ce qu'elle peut ressembler? Alors Benyamin Netanyahou parle de forces arabes. Aujourd'hui, on voit mal qui, dans les États arabes, voudrait mettre les pieds à Gaza pour l'administrer. En fait, ce que veut Israël, c'est occuper militairement les territoires palestiniens, éventuellement même certains au gouvernement les recoloniser, les annexer, mais ne pas les administrer parce qu'évidemment, l'occupation, ça implique qu'il faut gérer les populations civiles qui seront sous leur contrôle et ça, Israël ne veut pas le faire. Or, c'est ce qui incombe à une puissance occupante. Merci beaucoup Clotilde Mravko, vous êtes journaliste pour Le Monde et Mediapart. Dans l'actualité également, c'était il y a 80 ans et pourtant le traumatisme est encore bel et bien présent à Nagasaki à 11h02 ce matin. C'est tout un pays qui s'est recueilli pour commémorer l'attaque atomique qui a frappé la ville du sud-ouest du pays le 9 août 1945. Environ 75 000 personnes ont trouvé la mort 3 jours après l'attaque d'Hiroshima qui, elle, avait fait plus de 140 000 victimes. Clémence Van Laten. Il est 11h02 ce matin à Nagasaki. Une minute de silence est observée pour rendre hommage aux victimes 80 ans plus tard, à l'heure exacte où les États-Unis larguent une bombe atomique sur cette ville japonaise. 3 jours après Hiroshima, cette ville portuaire connaît l'horreur d'une explosion nucléaire. 74 000 personnes ont trouvé la mort. Aujourd'hui, le Premier ministre japonais est présent et élève sa voix pour un monde sans armes nucléaires, et ce devant un parterre de représentants de 100 pays, dont la Russie et Israël, qui n'avaient pas été conviés l'an dernier. En tant que seule nation à avoir subi la bombe atomique en guerre, notre mission est de défendre les 3 principes non nucléaires et de mener les efforts vers un monde sans armes ni guerre nucléaire. Nous avancerons pas à pas vers cet objectif. La pluie battante n'a pas découragé les survivants et leurs familles.
qui sont venus en nombre prier. J'ai souffert de nombreuses maladies à cause des bombardements. J'approche aujourd'hui les 84 ans. Quand je pense à toutes celles et ceux qui ont perdu la vie, je suis reconnaissante. La cloche de cette église restaurée a résonné à nouveau pour la première fois aujourd'hui depuis l'explosion, comme le symbole d'une population qui s'est relevée, mais qui n'oublie pas. Houston, nous avons un problème. Cette phrase, tout le monde la connaît. Elle est même entrée dans l'histoire. Elle a été prononcée par l'astronaute américain Jim Lovell, commandant de la célèbre mission lunaire Apollo 13, qui avait manqué de tourner à la catastrophe en 1970 après une explosion en vol. Jim Lovell est décédé ce jeudi. Il avait 97 ans. Alexandre Guin. L'échange restera gravé dans l'histoire de la conquête spatiale. Houston, nous avons eu un problème. Vous pouvez répéter? Houston, nous avons eu un problème. L'homme qui prononce cette célèbre phrase s'appelle Jim Lovell. Il vient de décéder à l'âge de 97 ans. Son alerte retentit le 14 avril 1970, après 56 heures de vol vers la Lune. Un appel qui donne des sueurs froides à l'Amérique et au monde entier. Apollo 13 est en péril. L'un des 2 réservoirs d'oxygène de la mission a explosé. Le retour sur Terre de l'équipage est un miracle. En apparence, la mission était vouée à l'échec. Mais l'attitude positive de l'équipage et du centre de contrôle ont fait de ce qui allait être une catastrophe un sauvetage réussi. Son sang-froid inspire. Il devient un héros national. Et Apollo 13 donne le scénario parfait à Hollywood. L'astronaute est interprété par Tom Hanks en 1995. 2 millions d'entrées rien qu'en France. L'homme est le premier à faire 2 fois l'aller-retour entre la Terre et la Lune, sans jamais y poser le pied, mais toujours émerveillé. Nous étions tellement curieux d'aller sur la Lune que nous étions comme 3 écoliers regardant des bonbons dans une vitrine et qui observaient défiler ces cratères très anciens. La NASA rend aujourd'hui hommage à l'astronaute et salue son courage inébranlable. C'est la journée internationale des peuples autochtones, un moment particulièrement célébré en Guyane. Océane Dacunha et Terence Moy ont suivi des descendants d'Amérindiens de retour sur leur terre dans le petit village de Kouachi. Objectif, ne pas perdre leur héritage. Du village de Kouachi, il ne reste que des souvenirs. Agnès se rappelle d'une époque révolue, celle des années 40, dans son village amérindien de l'ouest guyanais. Non, elle voit que c'est à l'abandon. Mais justement, nous sommes là pour se réapproprier le site. La rive reste désespérément silencieuse, après avoir été durant plus de 2 siècles le socle de cette communauté et de ses traditions, bien avant l'exode rural et la mondialisation. Les ancêtres ont abandonné progressivement le village pour s'installer en ville et scolariser leurs enfants. Beaucoup sont partis au Brésil à l'époque. Puis dans les années 50, il y a eu une épidémie. On n'arrivait pas à soigner les habitants. C'est ce qui a causé le départ des dernières familles. David fait partie de l'association Kouachi Bonon qui travaille à la réinstallation du peuple Kalinia sur ses terres ancestrales, désertées dans les années 50. Il est important de faire venir ici une partie de la communauté parce qu'à Mana, le quartier Javoué, enfin la cité Anne-Marie Javoué, il n'y a plus de place. Le Yopoto, le chef coutumier, souhaite voir renaître le village et pourquoi pas grâce à de jeunes gens qui se seraient rencontrés ici même lors des célébrations de la Journée internationale des peuples autochtones. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Vous pouvez... Et pour parler de ce sommet de la francophonie et de l'avenir de la langue française, Florence Test, enseignante en français langue étrangère à l'IEF Université de Montpellier, l'Institut d'études françaises pour étudiants étrangers, nous a rejoints sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. On vient de l'entendre dans ce reportage. Passion rime avec vocation depuis 25 ans pour ce professeur de lycée de Phnom Penh. C'est votre cas aussi, vous êtes professeur depuis près de 40 ans. Oui, c'est ça. Je suis professeure de français langue étrangère depuis
effectivement très longtemps. Et c'est vrai que c'est un métier qu'on fait pas pour gagner beaucoup d'argent, c'est clair, mais parce que ce soit moi ou tous mes collègues avec qui je travaille habituellement, on est tous là parce qu'on aime ça. Et le rapport avec les étrangers, le rapport avec la langue française, c'est quelque chose d'un peu difficile à expliquer en fait. C'est vraiment une passion. Et vous avez aussi enseigné en Asie, en Chine particulièrement? Oui, en Alliance française et à l'université aussi, 2 ans à Nanjing, en Chine continentale, et 3 ans à Hong Kong. Et c'était une expérience, certainement la plus belle expérience de toute ma vie, expérience professionnelle en tout cas. Et pour quelle raison? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'était déjà, comment dire, l'écart culturel. Je suis arrivée en Chine, je parlais pas un seul mot, je savais pas dire bonjour. C'était vraiment quelque chose de totalement nouveau. Et j'ai découvert des collègues qui m'ont vraiment aidée, qui m'ont prise en charge, mais aussi des étudiants formidables. Voilà, petite anecdote, je rentre dans la classe la première fois, le premier matin, tout le monde se lève. Et moi, je me suis retournée pour voir pour qui il se levait. En fait, c'était pour moi. Et il y a une espèce de respect qu'on n'a plus depuis très longtemps ici en France. Et on se sent valorisé, important. Et puis on arrive, on apporte cette culture, on apporte cette chose qui semble presque leur manquer parce que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'ailleurs, mais c'est vraiment un point formidable d'avoir cette impression d'apporter quelque chose aux gens et de ne pas être là juste de passage, ou, comme un étranger. Oui, on est un étranger, mais un étranger spécial. Pour la première fois depuis 1991, la France accueille donc le sommet de la francophonie dans un lieu chargé d'histoire. En quoi cet événement est important et pour vous, c'est quoi la francophonie? Alors, pour moi, pour l'avoir vu effectivement à l'étranger, je trouve que c'est quelque chose d'important qui va au-delà de simplement partager la même langue. Derrière, on parlait tout à l'heure de passion. Il y a quelque chose de presque indicible qui lie les gens. Et je le vois au quotidien. Mes étudiants à l'université de Montpellier, je leur demande souvent, mais pourquoi vous apprenez le français? Parce qu'il y a des gens qui viennent de plein de pays, vraiment de toutes les parties du monde. Et ils sont tous là à dire, ah, c'est le français, c'est formidable. Au-delà du cliché, le français, c'est romantique. Mais voilà, la francophonie, c'est une idée qui rassemble les gens derrière des valeurs, derrière je sais pas, un point commun, quelque chose qui fait que, un point commun universel. Et c'est souvent très étonnant avec des gens avec qui, a priori, on se sentirait aucun point commun. Maintenant, on a ça en commun. C'est ça pour moi, la francophonie. La francophonie rassemble. Vous avez également créé et dirigé le magazine LCFF, Langue et culture française et francophone. De quoi s'agit-il? Alors, on avait créé en 2012, avec justement quand je suis revenue de Chine, quelques années après, j'avais constaté quand j'étais en Chine que les étudiants se plaignaient de ne pas pouvoir lire la presse parce que c'était trop difficile, sauf si pour ceux qui sont très très avancés, mais pour la majorité des étudiants, c'était trop compliqué. Donc en revenant, je me suis dit ça serait bien de créer un magazine qui serait un peu plus à la portée des étudiants, des apprenants, et du coup, j'ai trouvé j'avais une vingtaine de collaborateurs absolument bénévoles qui écrivaient des articles. La plupart étaient eux-mêmes profs de FLE, mais pas tous. Il y en avait d'autres qui étaient mon mari, mon frère, enfin voilà, des gens autour de moi, mon fils. Et on a créé ce magazine avec des rubriques société, littérature, chansons, cuisine, bien sûr, des choses comme ça, et avec des degrés de difficulté dans l'écriture plus ou moins important, un niveau simple, débutant, niveau intermédiaire, niveau avancé. Il y avait des petits logos qui permettaient de se reconnaître comme ça. On avait la version numérique du magazine et la version papier qu'on envoyait. On était lu quand même à travers 200 pays. Dans 200 pays à travers le monde. C'était vraiment, vraiment super. Mais bon, malheureusement, nous avons réussi à tenir pendant 6 ans. Et puis après, les réalités économiques nous ont rattrapés. Et je n'ai pas réussi à trouver le financement. C'est pas faute d'avoir tapé à toutes les portes. Mais tout le monde nous a dit « Ah, c'est formidable ce que vous faites ». Mais personne ne nous a vraiment aidés. Sauf, je voudrais le dire,
sauf TV5 Monde. Merci beaucoup Florence Test. Je rappelle que vous êtes enseignante en français langue étrangère à l'IEFE, Université de Montpellier, donc l'Institut d'études françaises pour étudiants étrangers. Merci pour votre présence sur le plateau de